Bonjour Sébastien, je suis absolument ravie de vous avoir avec nous pour cette interview. Bonjour Ségolène. Bonjour Sébastien Graff, vous êtes DRH du groupe InVivo. Vous avez géré et été très actif, bien sûr, pendant la crise Covid-19. Et dans le cadre des interviews de DRH qui font suite au Club Talentsoft, je voulais m'entretenir avec vous et mieux comprendre ce qui s'est passé dans votre groupe, quelles ont été vos missions et ainsi de suite. Je pense que votre perspective sera très intéressante pour notre audience. Donc, on va démarrer parce que tout le monde ne connaît pas InVivo, même si c'est une très belle histoire, une très belle marque. Donc, présentez-nous peut-être le groupe en quelques mots. D'accord, bien sûr. D'abord, je voulais vous remercier de cette invitation à double titre. Premièrement, on aime beaucoup partager parce que dans le partage, en fait, on a toujours des retours et ça nous permet toujours d'alimenter la réflexion sur la stratégie, sur les évolutions du niveau, premièrement. Et deuxièmement, je suis ce qu'on peut qualifier de DRH militant. Donc, à chaque fois, vous allez le voir, hein, notamment sur la gestion de crise de Covid et sur la sortie de celle-ci, le DRH chez InVivo et j'espère ailleurs a une place importante. Et donc, à chaque fois qu'on peut rappeler l'importance de ce métier et son positionnement au cœur de la stratégie, je le fais avec grand plaisir. Ensuite, concernant InVivo, je ne vais pas vous dérouler le catalogue complet, mais en fait, InVivo, c'est une union de coopératives. Donc, en fait, c'est un gros bébé qui fait 5,5 milliards de chiffre d'affaires, 5500 collaborateurs, qui appartient en fait aux agriculteurs français par l'intermédiaire de COP. Donc, nous, on ne parle pas d'actionnaires, mais d'adhérents. Donc, mais nos actionnaires, adhérents, sont 200 COP françaises. Et donc, on est vraiment en connexion avec ce terrain. Nous opérons sur la santé végétale, c'est-à-dire que nous sommes fournisseurs auprès des agriculteurs de tous les produits qui leur servent, on va dire, à produire dans les champs, en ayant un spectre très large d'offres. Nous intervenons aussi sur le retail, et vous êtes, j'espère, Ségolène, cliente fidèle, mais nous avons donc le réseau Gambert et Jardiland. Bien sûr, c'est oui. la saison du jardin, donc voilà, je vous encourage à y aller. Et puis, on a deux autres activités importantes. C'est la commercialisation des céréales. Donc, en fait, on est le premier exportateur français vers les pays tiers. Donc, en fait, quand vous traversez un champ, il y a à peu près la moitié de ce champ qui part à l'international, ce qui est très important, notamment en termes de stabilité géopolitique, puisqu'on va nourrir des pays qui n'ont pas la capacité de produire leur propre nourriture. Donc, c'est InVivo l'intermédiaire. Et puis, on opère aussi sur une division qui m'est chère, c'est le vin, puisqu'on est troisième opérateur français aujourd'hui. On n'existait pas sur ce marché il y a 3 ans. On est troisième opérateur français sur le vin et on risque d'aller tutoyer le deuxième à la sortie de l'été. Parlez-nous un petit peu de comment la crise sanitaire a impacté et aussi, vous m'aviez parlé précédemment de la façon dont l'organisation avait des capacités de résilience un peu hors du commun, liées à son histoire, à sa culture. Donc, parlez-nous un peu de cela. Ouais. Alors, effectivement, on a pris le choc de la crise Covid, coronavirus, comme tout le monde. Je pense qu'on l'a pas trop mal géré, d'autres aussi, hein, d'accord, il n'y a pas de compétition sur le sujet, il faut garder une certaine humilité, mais on l'a plutôt bien géré, parce qu'en fait, notre ancrage agricole a amené un chromosome très spécial chez InVivo, c'est qu'en fait, la gestion de l'incertitude, de la crise et des surprises, c'est inhérent au métier d'agriculteur. C'est-à-dire qu'un agriculteur, vous le voyez souvent lorsque c'est majeur, on va dire, dans le niveau des informations, mais si vous vivez auprès de l'agriculteur, il sème son blé et 3 jours après, il n'a plus de pluie ou au contraire, il en a trop. Donc, il doit ajuster en permanence. Et donc, on est toujours dans cette gestion, on va dire, au quotidien de l'incertitude, de l'anticipation sur des cycles qui sont très longs. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, InVivo étant un opérateur mondial de l'agroalimentaire, de l'agriculture, ça fait 10 ans que je vis au sein de ce secteur. On observe des cycles qui sont très réguliers, c'est-à-dire que sur un cycle de 5 ans, vous avez 4 années de crise majeure. Et donc, quand vous regardez ces cycles-là, vous avez une année qui se passe bien, mais en fait, c'est l'année anormale, d'accord, sur des cycles de 5 ans. Et donc, ce que je veux dire, c'est par rapport à la gestion de crise, c'est qu'on a eu les réflexes assez immédiats de s'organiser, et on s'est organisé très rapidement autour d'une cellule de crise qui est, comme vous l'avez compris, mobilisée assez régulièrement. Et donc, cette cellule, elle s'est organisée, on a réfléchi immédiatement à 3 sujets. Le premier, c'est la gestion sanitaire. Donc,
l'humain au cœur de nos préoccupations. Comment on fait pour préserver nos collaborateurs de la maladie tant bien que faire se peut, d'accord ? À un moment où on n'avait pas de masque, pas de gel, etc. Je vous rappelle, hein, d'ailleurs, pendant la crise, InVivo est devenu producteur de gel et de masques pour pallier à ce manquement. Donc là aussi, on a cette capacité à mobiliser notre tissu industriel. Donc la crise sanitaire au sens de la protection de nos salariés, au sens du maintien du lien avec ceux qui n'avaient plus la possibilité, qui étaient partis du jour au lendemain du bureau, parce qu'il y avait aussi cet impact-là social. Hein. On a eu un deuxième chapitre, c'est comment on reprend la main de façon beaucoup plus proche sur nos métiers, puisque on avait un management un peu décentralisé en dehors des temps de crise. Quand vous avez une crise qui se présente, alors c'était le cas sur certains métiers uniques pendant les cycles dont je viens de vous parler, mais là, tout le monde était touché. Donc, on a mis en place un management hebdomadaire de tous nos métiers entre direction générale et headquarter de chacun de ces métiers pour assurer l'activité. Et puis, on a tout de suite commencé à penser la sortie de crise en disant on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais nous, on doit se projeter en fonction. Alors, on a eu un mode de travail qui était très intéressant, c'est que la sortie de crise était pensée en fonction de ce qu'on avait comme information sûre au moment où on posait nos pions. On n'a jamais fait de pari sur ce qu'on ne connaissait pas. C'est au fur et à mesure, et on a ajusté nos réflexions en fonction des éléments, réflexions qui étaient menées quasiment à la semaine. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur les 3 chapitres ? On a réussi à produire des masques, on a préservé nos collaborateurs du mieux possible, en tout cas sur les lieux de travail de contamination. On a installé tout de suite le lien social, l'interactivité et la connexion. Et donc, on a un ensemble, on va dire, malgré la crise, un ensemble InVivo qui a plutôt bien fonctionné. 2, sur le métier, on a réussi à piloter leur performance. Et puis, sur la gestion de crise, on a créé un nouveau projet qui s'appelle One InVivo, One Nature. En fait, le One InVivo, One Nature, c'est la conjonction du projet stratégique d'InVivo qui existait préalablement, qui s'appelle 2030 by InVivo. Donc, on a pris 2030 by InVivo, on a mis la crise Covid à l'intérieur, on a secoué avec nos équipes et on a créé One InVivo, One Nature, et on l'a créé en s'appuyant sur notre écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, on met les choses sur la table et on discute. Et on considère, c'est un choix de la direction générale et de votre serviteur il y a quelques années, on considère que d'ouvrir le livre est beaucoup plus productif et contributif que de travailler à huis clos ou dans un certain niveau de confidentialité. Et on voit que ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus productif depuis qu'on fait ça. Et donc, on a réussi, malgré le confinement, à interpeller tous nos salariés au travers d'outils, type sondage, type sollicitation, etc. Et ça a très, très bien marché. On voyait que les gens étaient très intéressés. Et on a réussi aussi un tour de force, c'est qu'on a construit et fait valider le projet avec notre gouvernance. Et en plein confinement, on a réussi à faire une assemblée générale extraordinaire donc, de nos adhérents, où on a eu des taux de participation records, virtuels, mais nous sommes aujourd'hui et on voit que ça fonctionne bien, et des taux d'adhésion à la présentation notamment de One InVivo, One Nature qui ont été très forts, puisqu'on a eu des votes quasiment d'approbation de cette nouvelle ambition à réajuster de 99, 98 ou 99%. Et dans ces moments-là, dans les mois que vous avez vécu, vous, en tant que DRH, quelle était la particularité de votre rôle ? Sur quoi est-ce que vous êtes concentré par rapport aux autres membres du comité de direction ? Quel était votre rôle, par exemple, par rapport à votre direction générale ? Ouais. Alors, d'abord, je vous renvoie au carnet de bord qu'on a publié sur les sites, et on pourra bien sûr les distribuer pour ceux qui le souhaitent. Alors, le carnet de bord du DRH, moi j'ai décidé, alors qu'on travaillait beaucoup, en fait en période de crise de confinement, on a augmenté la dose, mais pour la bonne cause, ça n'a pas été douloureux comme traitement. Et malgré cette occupation assez forte, j'ai trouvé le temps, j'ai travaillé aussi avec nos équipes de la com, mais de rédiger ces carnets de bord, parce que je voulais partager justement, je disais tout à l'heure le DRH militant, je voulais partager avec les autres DRH quel était modestement notre travail, et en quoi, quelles étaient les questions qu'on se posait, quelles étaient les sollicitations qu'on avait, quelles étaient les solutions qu'on trouvait. Et donc on a écrit comme ça. On a eu 5 semaines de confinement, il y a 5 épisodes de ces carnets qui ont d'ailleurs eu un beau succès. Tout ça pour vous dire que, en fait, le
le DRH a été positionné, en tout cas chez InVivo, au cœur du dispositif. La cellule de crise était dirigée par votre serviteur et pas par notre direction. Donc la cellule de crise, elle ne traite pas que des sujets RH, elle traite de tout. On a perdu telle et telle ligne de produits au Brésil, les camions n'arrivent plus, on a des problèmes sociaux dans les magasins qu'on a maintenus ouverts. Donc voilà, vous gérez tout et le DRH était au cœur. Et deuxièmement, on s'est retrouvé vraiment dans une très très grande proximité avec la direction générale. Parce qu'on s'est tous les deux installés un peu en sparring partenaire de ce qui nous arrivait. Donc voilà, une position, une grande responsabilité. Ce que je voulais dire aussi, je l'ai dit à une de vos collègues sur une autre interview, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Ça a été un catalyseur peut-être de quelque chose qui était déjà, je veux dire, si le DRH il est au sous-sol du headquarter et la direction générale au 8e et qu'on ne se voit jamais, il y a peu de chances que les choses se fassent. Ça peut arriver, mais il y a peu de chances que les choses s'améliorent en situation de crise. Au contraire, en fait, ce qu'on disait, la crise est révélateur des existants. Donc ceux qui sont anxieux le sont plus, ceux qui sont courageux le sont plus, ceux qui sont stratèges le sont plus. En fait, la crise révèle, et souvent il n'y a pas de surprise. Il y a juste des contrastes qui sont augmentés. D'accord ? Intéressant. Au niveau humain, il n'y a pas de surprise. Quand on m'a demandé de lancer une production de masques et de gel, donc c'est la direction générale qui le demande au DRH. Et en fait, moi, je me suis appuyé, quand on m'a donné ce mandat, je me suis dit, bon, avec qui je vais travailler ? Je suis allé chercher dans l'organisation des gens que je connaissais déjà pour être des entrepreneurs, des gens qui sont dotés d'une certaine agilité, etc. Et ils se sont révélés d'ailleurs, parce qu'on a réussi en quelques jours, en quelques semaines, à produire nos propres gels, qu'on a d'ailleurs ensuite commercialisés ou donnés dans certaines situations. Et on a aussi une ligne de production de masques que vous retrouverez d'ailleurs dans notre réseau de distribution. D'accord, donc vous êtes arrivé assez rapidement à faire émerger ces volontés, etc. Mais là aussi, vous partiez d'un existant, parce que vous avez quand même, vous me l'expliquiez il y a quelque temps, vous aviez mis en place quand même une transformation digitale, des nouveaux modes d'organisation du travail. Donc j'imagine que cette culture aussi un peu entrepreneuriale, elle n'est pas juste arrivée avec la crise. Oui, je discutais avec mes collègues de la coopération agricole on va faire une séquence d'échanges pour les DRH de la coopération agricole. Vous savez que les DRH de la coopération agricole, ils gèrent 180 000 personnes. Ah, quand même, c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas, c'est pas un petit truc dans un coin. Et ces 180 000 personnes, elles génèrent à peu près 85 milliards de chiffre d'affaires. Donc, on est beaucoup plus gros que certains opérateurs agroalimentaires dont on parle beaucoup. Oui. Donc, on préparait cette séquence d'échanges autour justement de comment l'organisation InVivo s'est adaptée. Elle va continuer d'ailleurs, puisque on va avoir un lendemain qui sera différent de la veille du Covid. Et ce que je disais dans cette préparation, et ce qu'on peut dire ici, c'est que on avait, parce que construit des projets stratégiques, depuis 2014, on a un projet stratégique qui est rénové, réajusté par séquence de 2-3 ans. Et donc, on a une génétique qui est extrêmement favorable, premièrement. Deuxièmement, on s'était posé bien avant la crise Covid des questions de l'accélération du projet. Et on s'était dit, il faut accélérer le projet au travers du digital. C'est-à-dire que pour aller plus vite dans notre projet, pour aller encore plus loin, il faut digitaliser InVivo. Et donc, en 2016-2017, on a digitalisé InVivo. Et quand nous, InVivo, on a décidé de nous digitaliser, on est en 2016-2017. Ça fait quand même très longtemps qu'on a des iPhones et d'Internet, etc. Donc, on arrive après la bataille. Mais en fait, en arrivant après la bataille, on a tout de suite pris le meilleur de toutes les technos. Et donc, on a digitalisé l'entreprise. On a aujourd'hui une entreprise qui a 0 papier. On a une entreprise qui est complètement connectée. Par exemple, dans les nouvelles organisations qui vont s'installer à partir du 1er septembre, on dit que la réunion multicanale est la norme. C'est-à-dire qu'une réunion connectée, c'est la norme. Il faut savoir que InVivo, avant la crise de Covid, avait déjà, dans le monde entier, 100% de ses salles de réunion configurées pour faire ça. Oui. Parce qu'on avait déjà là. sur le digital. Donc, le télétravail massif,
En fait, il nous manquait juste le débriquage culturel. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, c'est le Covid, malheureusement, Qui vous l'a fait, très mauvaise oui, qui a fait le nouvelle, déclic. mais a quand même déclenché ça. Moi, je disais souvent à mes collègues du COMEX ou des dirigeants à qui je parle, on a parlé souvent pendant le confinement, je leur ai dit, mais imaginez 2 minutes que le DRH, sans crise Covid, vous dise du jour au lendemain, on vous met tous à la maison et on va fonctionner. Je pense que vous m'auriez sérieusement secoué. Et force est de constater que ça a marché et je vous garantis que la sortie des bureaux a été instantanée. Vraiment, la vie a disparu des bureaux du jour au lendemain. Et tout ça pour dire que c'est un peu flippant hein, quand on traverse les bureaux comme ça. Mais je savais par ailleurs que ça fonctionnait. Mais encore une fois, si on l'avait fait comme ça, sur une décision C'est un coup de tête, oui, oui, oui. Sur l'arbitraire. Voilà. D'ailleurs, excusez-moi, ça a été très facile parce que projet stratégique et parce que digitalisation préalable. Du côté des collaborateurs, quels sont les retours que vous avez eus sur l'expérience de travail, les nouvelles attentes des collaborateurs? Est-ce qu'il y a des grandes lignes que vous voyez se dessiner? En fait, ce que disent les salariés, c'est on veut que ça continue. On veut que le télétravail continue, pas le confinement, d'accord hein, oui, oui. Le télétravail continue. 2, on ne veut pas perdre le lien avec InVivo et donc continuer aussi à régulièrement nous informer. D'où les One Info là, qui tombent toutes les semaines sur ce qu'on veut faire dans les nouvelles organisations, notamment. Et puis 3, donnez-nous les moyens de bien fonctionner chez nous. Et les moyens de bien fonctionner chez nous, c'est essentiellement de l'organisation matérielle. Où là, d'ailleurs, dans la négociation sur les nouvelles organisations du travail, on prévoit de proposer les services d'un bureau d'études pour les aménagements de postes de télétravailleurs. C'est-à-dire que pour ceux qui le souhaitent, on prévoit plusieurs choses. Premièrement, on verra combien, mais de verser au moment où je m'installe en télétravail une prime d'installation. Pour que les gens s'installent avec un bureau correct, une chaise de bureau, un clavier, etc. Alors, je ne parle pas de matériel informatique parce que non. la dotation, elle sera faite par InVivo, mais j'ai besoin, je ne sais pas quoi, d'un marchepied, j'ai besoin d'une lampe supplémentaire, j'ai besoin d'une clim, voilà, je ne sais pas. Donc, on a décidé de verser une prime d'installation et ensuite d'indemniser le télétravailleur. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y aura chez nous quasiment 1200 personnes en situation de télétravail, où la norme, qui était avant de venir tous les jours au travail, devient 50% de télétravail. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme comme population. Voilà, 1200 personnes. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on a signé un accord de télétravail. On était un peu précurseur à l'époque. On a vécu pendant 2 ou 3 ans suivant la signature avec 20 télétravailleurs au bord du groupe en France. On n'est pas du tout dans les mêmes rapports. Donc, on répond à cette demande matérielle au travers de l'aménagement de primes et puis du recours pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, à une prestation de bureau d'études en disant voilà, dans tes 60 mètres carrés ou 45 mètres carrés ou je ne sais pas combien, si tu devais installer ton poste de télétravailleur, il faudrait plutôt le mettre là et voilà, orienté comme ça, ou tel fauteuil, telle hauteur, etc. Et ça, je suis en train de discuter avec nos amis et partenaires de longue date de la Poste qui ont construit ce type d'offre. D'accord. Et donc, on réfléchit avec la Poste, hein, je leur fais un petit clin d'œil, parce qu'on les aime beaucoup, et on travaille beaucoup ensemble. On réfléchit aussi, par exemple, à la livraison de repas pour les télétravailleurs. Ah oui, et oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est aperçu pendant le confinement, les gens ont fait d'abord leurs petits légumes, et puis à la fin, certains, ils mangeaient un demi-camembert et une demi-baguette. Et j'ai dit, ils vont plus se déplacer ou moins, ils vont manger n'importe quoi et pas bien. Et donc, on réfléchit aussi à un service qui leur permettrait d'accéder à une nourriture équilibrée, fraîche et qui permet de gagner du temps. Parce que si vous allez faire votre marché, votre machin, votre journée de télétravail, elle est faite d'abord sur des DRH qui vous dit pour travailler. Donc, c'est vraiment une approche très globale avec aussi le lien avec l'entreprise, le lien avec les collègues, la communication qui est prise en compte. On est vraiment sur un 360 degrés. Je vous donne un autre exemple de ce qu'on va mettre dans notre accord. Vous savez qu'on a une Digital Factory. Je ne sais pas si vous savez ça. On est en train de construire le Amazon de l'agriculture. Ça s'appelle Aladdin. C'est même un peu mieux qu'Amazon parce que c'est Amazon plus Facebook. C'est-à-dire que vous avez aussi un réseau communautaire sur Aladdin, c'est-à-dire que l'agriculteur, il a des données sur la météo, sur les cours, sur les bonnes pratiques, et il peut acheter ses produits.
Donc ça, c'est une équipe qui travaille là-dessus avec plutôt un beau succès, puisqu'on a, on a déjà plusieurs milliers d'agriculteurs hein, qui sont sur Aladdin et d'autres arrivent. Et en fait, j'ai demandé à Digital Factory, qui est une boîte qui est donc une filiale d'Invivo qui fait ce genre de produit, de me concevoir le BVI, c'est-à-dire le bureau virtuel Invivo. Donc en fait, je leur ai dit de faire une étude, donc c'est des professionnels, hein, de quelle est l'expérience salariée. Je prends cet exemple-là, de dire je regarde sur mon BVI, tiens, je fais ma pause et au moment où je clique, je fais ma pause, je me connecte avec d'autres qui sont également en pause café chez eux. Oui, donc il y a un lien social et ainsi de suite. Je discute comme je le fais au bord de la machine à café en disant ah tiens, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, etc. Ou je choisis mon menu, ou j'accède aux informations du groupe, etc., etc. Donc on va mettre un palliatif, hein, parce que c'est quand même un peu le terme, hein, faut pas... mais je pense que, voilà, que de projeter aussi dans l'expérience client en numérique sera un moyen aussi voilà, d'entretenir le lien Invivo, d'entretenir le social, sachant qu'il y aura de vrais cafés et de vraies pauses café quand les gens se rendront aussi au bureau. Bien sûr. Très bien. Donc, nouvelle organisation de travail, une sortie de crise qui s'est préparée très en amont finalement et qui, pour l'instant, a l'air plutôt bien de se passer. Passionnant ce que vous êtes en train de faire. Un petit mot de conclusion pour nos auditeurs. Dernier petit conseil. Ouais, un conseil, c'est que travailler, pas d'efficacité sans vision. C'est-à-dire notre chance, c'est d'avoir la vision et le projet stratégique. Et donc, une fois qu'on est baqué avec un projet stratégique, bah, on se prend des vents de travers, c'est normal, le projet stratégique. Hein, on dit toujours qu'on sait que quand on met un plan en place, la seule certitude qu'on a, c'est qu'il ne va pas se réaliser comme il est rédigé. D'accord. Donc, le projet stratégique, on le sait. Donc d'être baqué, c'est-à-dire que de rentrer dans une ère digitale, dans une entreprise, si je n'ai pas une vision stratégique, c'est plus consommateur de temps, de finances, et souvent moins efficace. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, le DRH, enfin moi c'est un message, parce que c'est la communauté là, avec laquelle on discute aujourd'hui, le DRH, il est au cœur de tout ça, et on a cette chance-là d'exercer ce métier fantastique. Et vous avez les moyens en tant que DRH voilà, d'être les influenceurs et les co-constructeurs de la stratégie de l'entreprise. Donc allez-y, relevez les manches et foncez pour le bien de cette société et de vos entreprises. Voilà. Super, super mot de la fin. Merci beaucoup. Merci.